Nous avions décidé de passer le week-end au parc national de Yosemite, loin de la ville et de notre quotidien étouffant. L'idée de se déconnecter, de s'immerger dans la nature, semblait parfaite. Dès que nous avons installé les tentes, une sorte de paix nous envahit. Le bruissement des feuilles, les craquements discrets des branches sous le vent, tout cela semblait réconfortant. Nous étions entourés par la grandeur de la forêt, ces arbres majestueux s'étendant à perte de vue, et l'air frais de la montagne nous emplissait les poumons. La première nuit s'est passée sans encombre. Autour de la grande flambée que nous avions allumée, les conversations allaient bon train. Des rires ponctuaient nos discussions légères. Peu à peu, les flammes de la cheminée ont commencé à faiblir. Les braises crépitaient doucement, projetant des lueurs rougeâtres sur nos visages fatigués. Tout semblait normal, rassurant même, comme si cette forêt n'était qu'un vaste sanctuaire paisible. Alors que la nuit se faisait plus profonde, un silence étrange s'est abattu sur notre camp. Les chants des insectes et les murmures de la forêt semblaient s'être évaporés. Ce silence, inhabituel, me laissait un goût amer, mais je n'y prêtais pas plus attention. Nous étions isolés ici, loin de tout, et l'idée d'être les seuls êtres humains à des kilomètres à la ronde était presque apaisante. Je me suis allongé, les yeux levés vers le ciel étoilé, me laissant emporter par la tranquillité environnante. Alors que je commençais à sombrer dans le sommeil, un son lointain a brisé le calme de la nuit. C'était faible, presque imperceptible, mais suffisamment étrange pour que mes yeux s'ouvrent brusquement. Un des gars, Marc, a relevé la tête en premier. « Vous avez entendu ça ?» a-t-il demandé, l'air perplexe. On s'est tous regardés, hésitant à répondre. Le bruit n'avait duré qu'une fraction de seconde, mais il était là, suspendu dans l'air. Un cri, je crois, ou quelque chose qui y ressemblait, perdu dans l'immensité de la forêt. Il était si lointain qu'il pouvait très bien être le hurlement d'un animal nocturne. « C'est sûrement un coyote, ou peut-être un cerf », a suggéré Thomas, d'un ton léger, comme s'il essayait de dissiper la tension qui s'installait. Mais quelque chose dans ce son me dérangeait. Ce n'était pas un cri animal ordinaire. Il y avait une teinte étrange, presque humaine, mais tordue, comme si la voix avait été étirée au-delà de sa limite naturelle. Pourtant, personne ne voulait admettre qu'il y avait quelque chose de plus. On a tous décidé de l'ignorer, de faire comme si de rien n'était. La nuit est redevenue silencieuse, trop silencieuse. On s'est recouché, mais le malaise était palpable. Je pouvais sentir l'inquiétude dans l'air, même si personne n'en parlait. Le feu s'était presque complètement éteint maintenant, ne laissant que quelques braises rougeoyantes qui mouraient lentement. Ce silence oppressant, entrecoupé par ce cri étrange, commençait à peser sur mes nerfs. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien, que nous étions juste fatigués et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Mais quelque chose me disait que ce n'était que le début. C'était en plein milieu de la nuit lorsque le cri a retenti de nouveau. Cette fois, il était beaucoup plus proche, brutal, glacial. Le son m'a immédiatement tiré de mon sommeil, le cœur battant à tout rompre. J'ai ouvert les yeux, terrifié, et j'ai vu que tous les autres étaient également réveillés, figés dans leur sac de couchage. Personne ne disait un mot, mais leur regard en disait long. Ils avaient tous entendu. Le cri n'avait plus rien de naturel. C'était aigu, distordu, comme un hurlement humain poussé au-delà de ce que des cordes vocales devraient pouvoir produire. Un mélange de douleur et de folie. Il semblait vibrer dans l'air, écho d'une souffrance inexplicable. L'atmosphère était devenue irrespirable, chaque souffle chargé de peur. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. On était tous paralysés, nos esprits refusant de comprendre ce qui se passait. « C'était quoi ça ?» murmura Sophie, la voix tremblante. Personne ne répondit. Ce n'était plus le cri d'un animal, c'était clair. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans ce son, quelque chose d'humain, mais brisé, comme si la personne qui criait n'était plus tout à fait humaine. Après un moment de silence, Thomas se leva brusquement. « On doit vérifier ce que c'est, » dit-il, attrapant sa lampe torche. Le reste d'entre nous hésitait, terrorisé à l'idée de quitter la relative sécurité de nos tentes. Mais l'angoisse de rester là, immobile, à écouter ces hurlements grotesques, était insupportable. Nous avons finalement cédé à la curiosité,
ou plutôt à la nécessité de comprendre, et avons décidé d'aller voir ce qui se passait. Armés de nos lampes, nous nous sommes aventurés dans la nuit, chacun de nos pas résonnant sur les feuilles mortes. Le cri s'était tu, mais l'écho semblait encore vibrer dans l'air autour de nous, comme une présence invisible qui nous suivait. La forêt nous engloutissait à chaque pas. Nos lampes projetaient des faisceaux incertains qui dansaient sur les troncs massifs des séquoias, créant des ombres sinistres. L'air était glacial, et chaque bruissement de feuilles sous nos pieds semblait amplifié, résonnant dans le silence oppressant de la nuit. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il n'explose dans ma poitrine. Autour de moi, les autres avançaient à pas lents, hésitants, scrutant les ténèbres comme si quelque chose allait en jaillir à tout moment. Le cri ne s'était pas répété, mais la tension était palpable. Chaque branche craquant sous notre poids semblait annoncer une catastrophe imminente. Par moments, j'avais l'impression que quelque chose nous observait, tapis dans les ombres, suivant chacun de nos mouvements. Mais à chaque fois que je balayais les alentours avec ma lampe, je ne voyais que des arbres silencieux et la profondeur insondable de la forêt. Soudain, Marc, qui marchait devant, s'arrêta net. « Là, vous voyez ça ?» Sa voix n'était qu'un murmure, étranglé par la peur. Il pointait sa lampe vers un amas de branches plus loin. Nous nous sommes tous approchés, nos cœurs battant à l'unisson, et c'est alors que je l'ai vu. Entre les arbres, à peine visible dans l'obscurité, une silhouette se tenait debout. Immobile. Figé dans une position grotesque comme si son corps avait été contorsionné de manière impossible. Sa tête pendait d'un côté, le visage à moitié caché dans l'ombre, mais on pouvait discerner des traits vaguement humains. Mais ce qui me glaça le sang, c'était la bouche. Grande ouverte comme figée dans un cri silencieux, elle semblait désarticulée, comme si elle avait été forcée au-delà de ses limites naturelles. « C'est un humain ?» balbutia Sophie, terrorisée. Mais quelque chose n'allait pas. Cette silhouette, ce visage tordu, ce n'était pas simplement une personne. C'était comme si elle avait été déformée par la forêt elle-même, absorbée et remodelée, une parodie grotesque de ce qu'elle avait été. Avant que nous puissions réagir, le cri déchirant retentit à nouveau. Mais cette fois, il ne venait plus de loin. Il semblait jaillir de partout à la fois, résonnant dans nos têtes, dans nos os. Et cette chose, cette silhouette entre les arbres, ouvrit encore plus sa bouche, comme si elle était la source de ce hurlement infernal. La panique s'est emparée de nous. Nous avons reculé d'un pas, puis d'un autre, incapables de détourner nos yeux de cette silhouette tordue. Le cri continuait, s'intensifiant, remplissant l'air autour de nous, résonnant dans nos crânes comme un marteau qui frappait à l'intérieur. C'était insoutenable. J'avais l'impression que mes tympans allaient éclater, que ma tête allait imploser sous la pression de ce hurlement inhumain. Thomas a été le premier à réagir. Hurlant « Courez !» d'une voix déformée par la peur. Sans réfléchir, nous nous sommes retournés et avons couru. Nous avons fendu la forêt comme des bêtes traquées, trébuchant sur les racines, fendant les branches, sans regarder en arrière. Derrière nous, le cri se poursuivait, comme s'il nous poursuivait, s'étirant dans la nuit, déformé, grotesque, omniprésent. Mais alors que nous tentions de fuir, quelque chose d'encore plus terrifiant s'est révélé. La forêt elle-même semblait changer. Les arbres autour de nous n'étaient plus les mêmes. Leur écorce était distordue, comme si elle fondait et se reconstituait en forme tordue. Le sol sous nos pieds semblait onduler, mouvant comme une matière vivante, nous entravant à chaque pas. C'était comme si la forêt entière avait pris vie, comme si elle nous emprisonnait dans ses griffes invisibles. Le cri continuait, mais maintenant il n'était plus à l'extérieur. Il était dans nos têtes. Il résonnait dans nos esprits, tournant en boucle, plus proche, plus oppressant, jusqu'à ce que je ne puisse plus distinguer mes propres pensées de ce hurlement cauchemardesque. J'avais l'impression que quelque chose tentait d'envahir mon esprit, de le tordre comme cette créature entre les arbres. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, nous avons atteint le camp. Mais à peine étions-nous arrivés que nous avons réalisé que quelque chose clochait. Nos tentes, nos affaires, tout semblait différent. Le camp n'était plus comme nous l'avions laissé. Les tentes étaient déchirées, les flammes de la veille totalement éteintes, et une odeur putride flottait dans l'air. Nous étions revenus,
Mais c'était comme si nous étions entrés dans un autre monde. Une version corrompue de notre réalité. Et alors, ce qui nous restait de raison s'est effondré. Car dans l'obscurité, juste à l'oreille de notre campement, cette silhouette grotesque était là, nous observant, sa bouche toujours béante, comme si elle se nourrissait de notre peur. Nous avions toujours aimé explorer seuls, mon frère et moi. Ce jour-là, nous avions décidé de nous aventurer dans une partie plus reculée de la forêt nationale de Sequoia. C'était un endroit dont nous avions entendu parler, loin des sentiers balisés, un coin presque oublié des randonneurs. Le silence y était assourdissant, interrompu seulement par le bruissement des feuilles sous nos pieds et le craquement occasionnel des branches. Les arbres, ces géants millénaires, s'élevaient au-dessus de nous comme des colonnes de bois, leurs cimes disparaissant dans le ciel grisâtre. Il y avait une certaine majesté dans cette forêt, une beauté indéniable qui, à première vue, nous avait rassurés. Plus nous avancions, plus le sentier devenait étroit, jusqu'à presque disparaître sous la végétation. Une brume fine commençait à s'élever entre les troncs, ajoutant à l'atmosphère un caractère fantomatique. Je me souviens avoir jeté un coup d'œil à mon frère. Son sourire habituel avait cédé la place à une concentration plus sérieuse. Je sentais la même chose que lui, l'impression que nous pénétrions dans un endroit qui n'était pas fait pour être dérangé. Les sons de la forêt semblaient se fondre en un murmure lointain, presque étouffé par l'épaisseur des arbres. À chaque pas, je ressentais ce mélange étrange d'excitation et d'appréhension. C'était comme si nous franchissions une barrière invisible, laissant derrière nous le monde familier pour entrer dans quelque chose de plus ancien, de plus sauvage. C'est en marchant un peu plus loin que nous avons vu les premières traces. Au début, je ne leur ai pas prêté attention. Dans une forêt aussi vaste, il n'était pas rare de tomber sur des empreintes d'animaux. Mais en m'approchant, j'ai remarqué que celles-ci étaient différentes. Elles étaient énormes, bien plus grandes que celles d'un cerf ou même d'un ours. Les contours étaient irréguliers, presque comme si la créature qui les avait laissées traînait des pattes déformées ou blessées. Mon frère s'est penché sur l'une d'elles, traçant les contours du doigt. « Qu'est-ce que c'est à ton avis » m'a-t-il demandé, le front plissé. Je n'avais pas de réponse. Je ne pouvais même pas deviner à quoi cela pouvait appartenir. Au fur et à mesure que nous avancions, les traces continuaient à apparaître, se multipliant comme si la créature, quoi que ce soit, nous encerclait. Un frisson a commencé à me parcourir le dos, lentement, presque imperceptiblement d'abord, mais il s'est vite transformé en une sensation persistante d'inconfort. Mon frère aussi le ressentait. Je pouvais le voir dans son regard, plus vigilant, plus rapide à se tourner au moindre bruit. Puis, c'est arrivé. Cette sensation, celle d'être observé. Au début, je l'ai ignorée, me disant que c'était juste mon imagination, alimentée par les empreintes et l'étrangeté de l'endroit. Mais ce sentiment s'est intensifié, devenant impossible à ignorer. J'avais l'impression que dans l'ombre des arbres massifs, des yeux nous suivaient, invisibles mais omniprésents. À chaque pas, la forêt semblait se refermer un peu plus sur nous, nous enveloppant dans son silence lourd et oppressant. Nous avons décidé de faire demi-tour, espérant retrouver le chemin que nous avions emprunté. Cependant, au bout de quelques minutes, une inquiétude sourde s'est installée en moi. Les arbres, qui semblaient familiers au début, prenaient des formes nouvelles, déroutantes. Chaque sentier que nous prenions nous ramenait là où nous avions commencé, comme si nous étions pris au piège dans un labyrinthe naturel. Mon cœur battait la chamade, et je pouvais voir que mon frère ressentait la même panique grandissante. « Est-ce que tu es sûr que c'est par ici » a-t-il demandé, la voix tremblante, jetant des regards furtifs autour de lui. Je voulais lui dire que tout allait bien, que nous avions juste besoin de rester calmes et de nous concentrer, mais je n'en étais pas sûr, moi-même. Chaque pas que nous faisions ne faisait qu'accentuer notre désespoir. Les minutes semblaient s'étirer et la lumière du jour commençait à faiblir, rendant les ombres encore plus profondes. Les sons de la forêt qui auparavant nous avaient apaisés devenaient maintenant une cacophonie troublante. Les bruissements des feuilles, le craquement des branches, tout cela prenait une dimension menaçante. Je me suis arrêté, le souffle court, pour écouter.
C'est là que j'ai entendu un bruit sourd, comme si quelque chose, ou quelqu'un, se déplaçait dans les sous-bois, juste à la limite de notre champ de vision. Je me suis retourné pour faire signe à mon frère, mais il était déjà en train de scruter les alentours, son visage pâle, trahissant sa peur. Nous avons échangé un regard et j'ai su que nous devions nous dépêcher. Mais peu importe la direction que nous prenions, la forêt semblait se moquer de nous, ces arbres nous tournant en dérision, déformant notre sens de l'orientation, nous enfermant dans ce labyrinthe invisible. Le malaise s'est transformé en une terreur palpable, alors que la nuit commençait à tomber, et nous savions que quelque chose ne tournait pas rond. Alors que la nuit s'installait progressivement, une obscurité épaisse et oppressante enveloppait la forêt. Nous avions essayé de rester discrets, mais le bruit de nos pas sur les feuilles sèches semblait résonner comme des tambours, attirant l'attention de quelque chose dans l'ombre. Puis, tout à coup, un mouvement rapide entre les arbres a attiré mon regard. J'ai stoppé mon souffle, mon cœur battant à tout rompre, lorsque j'ai aperçu une silhouette massive se faufilant entre les trous. Mon frère a également remarqué la présence, son visage se décomposant en une expression de peur pure. C'était comme si le temps s'était arrêté. La créature se mouvait avec une grâce déconcertante, malgré sa taille imposante. Sa forme était grotesque, dépourvue de toute familiarité, comme une abomination échappée d'un cauchemar. Les ombres dansaient autour d'elle, dissimulant ses détails, mais je pouvais distinguer ses membres longs et déformés, se mouvant de manière saccadée et erratique. Les bruits de branches cassées et de feuillages froissés accompagnaient chaque mouvement, un écho lugubre de sa présence. Nous avons commencé à marcher en arrière, tout en essayant de rester silencieux. Chaque craquement sous nos pieds me semblait retentissant, comme une cloche annonçant notre présence à la créature. Mon instinct me disait de fuir, mais mes jambes semblaient soudain lourdes, comme si la terre elle-même voulait me retenir. Puis, un cri perçant a déchiré le silence, un son qui semblait à la fois humain et bestial, résonnant dans la nuit. C'était un appel qui faisait frissonner mes os, un avertissement que nous n'étions pas seuls. Mon frère a saisi mon bras avec une force désespérée, ses yeux écarquillés trahissant sa terreur. Nous avons décidé de courir, nos cœurs martelant dans nos poitrines alors que nous nous enfoncions dans l'obscurité. Mais peu importe la vitesse à laquelle nous courions, je pouvais sentir la créature derrière nous, son souffle chaud et rauque résonnant dans l'air frais de la nuit. Nous étions des proies, et l'instinct de survie primait sur toute logique. La peur nous poursuivait, une ombre palpable, alors que nous essayions de comprendre ce qui se cachait dans la forêt, attendant, observant, prêt à frapper. À mesure que la nuit avançait, l'obscurité devenait de plus en plus oppressante, nous enveloppant dans un cocon de terreur. Les ombres dansaient autour de nous, se mouvant à la limite de notre perception. Malgré nos efforts pour échapper à la créature, il semblait que les arbres humains se liguaient contre nous, nous enfermant dans un labyrinthe infernal. Nous avons continué à courir, le souffle court, jusqu'à ce que nos jambes fatiguent. Le bruit des feuilles sous nos pieds se mêlait au son de la forêt, créant une symphonie chaotique de désespoir. Finalement, alors que nous nous arrêtions pour reprendre notre souffle, un silence angoissant s'est installé. Les bruits de la forêt avaient disparu, comme si tous les êtres vivants s'étaient figés dans une attente tendue. C'est dans cette attente qu'un léger mouvement a attiré mon attention. Là, juste à la lisière de notre vue, la silhouette grotesque de la créature se tenait immobile, ses yeux brillants dans la pénombre, nous fixant avec une intensité glaçante. Ce n'était pas seulement une bête, c'était quelque chose de plus ancien, une entité qui semblait se nourrir de notre peur. Mon frère et moi, paralysés par la terreur, avons échangé un regard. Les mots restaient bloqués dans notre gorge, mais nous savions que nous devions agir. En réalisant que fuir à nouveau serait futile, nous avons décidé de faire face à ce qui nous observait. C'était un choix désespéré, mais à ce moment-là, l'adrénaline nous poussait à nous défendre. Puis, soudainement, la créature s'est déplacée, émergeant des ombres pour s'approcher. Son corps était déformé, une aberration de la nature, chaque mouvement révélant une prédisposition au mal. Elle a émis un grognement guttural,
comme si elle se moquait de notre peur. Le temps semblait s'étirer, alors que nous réalisions que, malgré notre fuite, quelque chose en nous avait été marqué par cette rencontre. À l'aube, lorsque les premiers rayons du soleil ont commencé à percer la canopée, la créature a disparu, s'effaçant dans l'obscurité d'un coup. Le calme s'est progressivement rétabli, mais une tension persistait dans l'air, une sensation que la forêt gardait des secrets que nous n'étions pas censés connaître. Nous avons finalement retrouvé notre chemin, mais nous étions profondément changés. Ce que nous avions vécu n'était pas juste un cauchemar, c'était une réalité terrifiante, une vérité que nous porterions en nous à jamais. En sortant de la forêt, un sentiment étrange m'a envahi, comme si quelque chose de cette nuit-là nous avait suivis, attendant l'occasion de revenir. Nous étions 5 amis, décidés à échapper au bruit de la ville pour un week-end de détente au cœur des bois, près du lac Big Bear. J'étais impatient. On avait loué une petite cabane isolée, entourée d'arbres épais et de sentiers serpentant jusqu'au lac. Dès notre arrivée, l'air frais de la montagne semblait laver nos esprits de tout souci. Je me souviens encore du silence, tellement dense qu'il en devenait presque oppressant après quelques heures. On avait l'impression d'être coupé du monde, complètement seul. La cabane était petite mais confortable, juste assez pour nous 5. À l'intérieur, une grande cheminée en pierre, des meubles en bois rustique et des fenêtres qui donnaient directement sur la forêt. Dès qu'on s'est installé, on a commencé à déballer nos affaires et à rigoler autour de quelques bières. Tout semblait parfait. Le soir, on a allumé un feu dehors, juste derrière la cabane. La lueur des flammes dansait sur les troncs des arbres, projetant des ombres longues et déformées autour de nous. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai ressenti quelque chose d'étrange pour la première fois. Je ne savais pas vraiment quoi, juste une sorte de malaise, une impression que quelque chose nous observait, caché entre les arbres. Bien sûr, je n'en ai rien dit aux autres. On était là pour s'amuser, et je ne voulais pas gâcher l'ambiance. Les rires résonnaient autour du feu, mais chaque fois que je regardais vers la forêt, mon regard se perdait dans l'obscurité, comme si les arbres étaient trop denses, trop silencieux. La deuxième nuit est celle où tout a commencé pour de bon. Lucas, l'un de mes amis les plus proches, avait l'air un peu plus fatigué que d'habitude ce matin-là. Je lui ai demandé s'il avait mal dormi et il m'a simplement répondu qu'il avait fait un cauchemar. Mais rien de grave, d'après lui. Pourtant, au fil de la journée, il était de plus en plus silencieux, comme absent. Ce soir-là, après un autre dîner simple autour du feu, nous avons décidé de nous coucher plus tôt. Le silence était encore plus palpable. L'absence de tout bruit de la forêt devenait presque lourde, comme si même la nature retenait son souffle. Mais malgré cela, la fatigue m'a rapidement emporté, et je me suis endormi. C'est au milieu de la nuit que tout a changé. Je me suis réveillé en sursaut en entendant un bruit dans la pièce à côté. Au début, je pensais que l'un de nous se levait pour aller aux toilettes ou boire de l'eau. Mais en écoutant de plus près, j'ai réalisé que c'était Lucas. Il se parlait à lui-même, murmurant des mots incompréhensibles, sa voix basse et rauque. Je me suis levé doucement et je l'ai trouvé assis au bord de son lit, les yeux grands ouverts mais vidés de toute expression, fixant le vide devant lui. Il répétait sans cesse les mêmes phrases, mais je ne comprenais rien. C'était comme une langue ancienne ou des sons que je n'avais jamais entendus auparavant. Je l'ai appelé doucement d'abord, puis plus fort. « Lucas, ça va? Qu'est-ce que tu fais ?» Il ne m'a pas répondu. Ce n'est que lorsque je l'ai secoué légèrement qu'il a enfin réagi. Il a cligné des yeux et m'a regardé comme s'il venait de se réveiller. Confus, il m'a dit qu'il avait encore rêvé de cette même silhouette sombre, mais cette fois, elle murmurait quelque chose. Il ne se souvenait pas des mots exacts, juste des sons, des chuchotements qui le hantaient, même une fois réveillé. Je lui ai conseillé de se rendormir, en essayant de lui cacher mon propre malaise. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose de bien plus sombre se jouait. La nuit suivante, les choses ont pris une tournure encore plus inquiétante. Lucas avait l'air épuisé toute la journée. Ses yeux étaient cernés et il n'avait quasiment pas parlé. Nous avions tous remarqué sa transformation, mais il refusait de dire ce qui n'allait pas. Il se contentait de hausser les épaules, prétextant qu'il n'avait pas bien dormi.
Mais il est évident que c'était bien plus que cela. Ce soir-là, on s'est rassemblés autour du feu, mais l'atmosphère était plus lourde. Personne ne semblait aussi détendu que les premiers jours. Même le bois qui crépitait dans les flammes paraissait étrangement silencieux, comme étouffé par une présence invisible. Lucas restait assis, le regard perdu dans les flammes, son visage éclairé par des éclats de lumière vacillants. Il n'avait presque rien mangé et ne réagissait à aucune de nos tentatives pour le faire participer à la conversation. Alors que la nuit avançait, Lucas s'est retiré plus tôt que nous autres, prétextant vouloir dormir. Nous sommes restés dehors un peu plus longtemps, mais il était difficile de ne pas sentir cette étrange tension planer sur nous. Finalement, nous avons décidé de nous coucher à notre tour. C'est à ce moment que les cauchemars de Lucas sont devenus bien plus qu'un simple rêve. Au milieu de la nuit, nous avons tous été réveillés par un bruit sourd. C'était comme si quelqu'un se cognait contre les murs de la cabane. Je me suis levé, suivi par les autres, et nous avons trouvé Lucas debout dans le salon, près de la porte d'entrée, fixant la forêt à travers la fenêtre. Il murmurait à nouveau, cette fois plus fort, des mots que nous ne comprenions toujours pas. Quand je l'ai appelé par son nom, il s'est tourné lentement vers nous, le regard vide, et a commencé à répéter les mêmes sons qu'il entendait dans ses rêves. Mais cette fois, c'était différent. Il les prononçait comme s'il savait exactement ce qu'ils signifiaient. Il s'est avancé vers la porte, l'a ouverte, et avant que nous puissions l'arrêter, il s'est enfoncé dans la forêt, pieds nus, dans la nuit noire. Nous avons essayé de le rattraper, criant son nom, mais il avait déjà disparu parmi les arbres. Le silence qui suivit était glaçant, interrompu seulement par nos respirations haletantes. C'était comme si la forêt l'avait avalé, et tout autour de nous, les ombres semblaient se refermer, plus menaçantes que jamais. Nous avons passé ce qui a semblé être des heures à chercher Lucas dans la forêt. Armés de lampes torches, nous nous sommes dispersés autour de la cabane, criant son nom, mais le silence de la nuit nous répondait à chaque fois. Aucun son ne provenait des bois, à part le léger bruissement du vent dans les feuilles. C'était comme si la forêt tout entière retenait son souffle. Finalement, après avoir fouillé les environs sans succès, nous nous sommes regroupés près du lac, épuisés et désespérés. L'inquiétude commençait à se transformer en terreur pure. Comment avait-il pu disparaître aussi vite? À ce stade, l'idée d'appeler la police nous a traversé l'esprit. Mais le réseau était inexistant dans cette zone reculée. Alors que nous faisions des plans pour continuer les recherches au lever du jour, j'ai soudain aperçu quelque chose à la lisière des arbres. Une silhouette titubait vers nous, sortant lentement des ténèbres. C'était Lucas. Son visage était pâle, son regard vide, et il avait l'air complètement désorienté. Il marchait d'une manière irrégulière, comme s'il avait perdu tout contrôle de son propre corps. En courant vers lui, nous avons remarqué ses pieds ensanglantés et écorchés à cause de sa fuite à travers la forêt. Mais le plus troublant, c'étaient les murmures. Lucas continuait à répéter ces mêmes mots inintelligibles, encore et encore, de manière monotone, sans jamais lever les yeux pour nous regarder. Nous l'avons attrapé et tenté de le faire asseoir, de le calmer, mais rien n'y faisait. Ses lèvres remuaient, formant toujours ces sons incompréhensibles, comme s'il récitait une sorte de litanie ancienne. Ses yeux, grands ouverts, semblaient ne plus voir le monde autour de lui. C'était comme s'il était absent, perdu dans un endroit que nous ne pouvions atteindre. Lorsque nous avons enfin réussi à le ramener à la cabane, il n'a pas prononcé un mot. Il s'est assis dans un coin, continuant à marmonner pour lui-même, sans répondre à nos questions. À ce moment-là, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Ce n'était plus Lucas. Il était là physiquement, mais son esprit semblait ailleurs, captif de quelque chose que nous ne pouvions comprendre. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la cabane était devenue insupportable. Personne n'avait vraiment dormi après le retour de Lucas. Nous étions tous sur les nerfs, inquiets et complètement dépassés par les événements de la nuit. Lucas, quant à lui, était toujours assis dans le même coin, regardant fixement devant lui. Il ne murmurait plus, mais il était tout aussi silencieux et absent que la veille. Nous savions que nous devions partir. Quelque chose dans cette forêt n'était pas normal, et rester là un jour de plus était une idée insensée.
Mais Lucas refusait de bouger. Chaque fois que nous lui demandions de se lever, de venir avec nous, il secouait la tête en silence, comme s'il avait peur de quelque chose. Alors que nous préparions nos affaires pour partir, l'un de nous a eu une idée. Peut-être que si nous revenions là où nous l'avions trouvé, près du lac, nous pourrions comprendre ce qui lui était arrivé. Nous étions tous réticents à retourner dans cette partie des bois, mais nous savions qu'il fallait comprendre ce qui se passait si nous voulions aider Lucas. Nous avons donc pris nos lampes torches et sommes retournés à la lisière des arbres, là où Lucas avait réapparu la nuit précédente. Le silence était encore plus oppressant en plein jour. Même les oiseaux semblaient avoir déserté la zone. Et puis, en fouillant les alentours, nous avons trouvé quelque chose d'étrange, quelque chose qui ne devrait pas être là. Sous une épaisse couche de feuilles mortes, il y avait des symboles gravés dans le sol. Des cercles, des lignes entrelacées, et au centre, des marques qui ressemblaient à d'anciens caractères. C'était comme une sorte de rituel. Le cœur battant, nous avons réalisé que ce n'était pas un hasard. Lucas avait été attiré ici, peut-être même manipulé par quelque chose de plus grand que nous. C'est à ce moment précis que Lucas s'est mis à parler à nouveau. Il se tenait à l'écart, les yeux fixés sur les symboles gravés dans le sol. « Il est là », murmura-t-il, « il attend ». Sa voix était froide, détachée, comme s'il récitait une vérité indiscutable. Nous nous sommes tous tournés vers lui, le souffle coupé. « Qui attend ?» ai-je demandé, bien que je redoutais la réponse. Lucas ne nous a pas regardés. Il s'est contenté de répéter, plus fort cette fois, avec une voix qui n'était plus la sienne. « Celui qui marche entre les arbres. » Et à ce moment-là, un frisson glacial a traversé l'air. Le vent s'était levé soudainement, sifflant à travers les branches. J'ai regardé autour de moi, et pour la première fois, j'ai eu l'impression que nous n'étions plus seuls dans cette forêt. Nous avions entendu parler de la forêt d'Humboldt depuis longtemps. Les histoires qu'on racontait à son sujet étaient presque des légendes, des disparitions mystérieuses, des phénomènes inexpliqués. Mais pour nous, c'était surtout une aventure. Nous aimions les randonnées, l'idée de se perdre dans la nature, loin du bruit et des tracas quotidiens. La forêt de Humboldt semblait parfaite, un lieu sauvage et préservé, caché du monde. Ce matin-là, l'air était frais, un peu humide. Nous avions commencé la marche avec enthousiasme, sac sur le dos, sans vraiment prêter attention aux avertissements des quelques personnes croisées en chemin. Certains nous avaient dit de ne pas rester dans la forêt après le coucher du soleil. C'était probablement une superstition, pensais-je, une de ces histoires qu'on se raconte pour faire frissonner les enfants. Nous étions préparés, expérimentés. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Les premiers kilomètres étaient magnifiques. Les arbres gigantesques formaient une canopée dense au-dessus de nos têtes, filtrant la lumière du soleil qui dansait sur le sol. Les bruits de la nature nous enveloppaient, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles sous nos pas. Tout semblait paisible. Mais peu à peu, l'ambiance changea. Le ciel, autrefois lumineux, devint lourd de nuages sombres, et un silence étrange s'installa. Les chants d'oiseaux avaient disparu. Plus nous avancions, plus ce silence devenait oppressant. On aurait dit que la forêt retenait son souffle. Je sentais une pression dans l'air, comme si quelque chose nous observait. Je me retournais de temps en temps, mais je ne voyais rien d'anormal. Pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation. Au bout de quelques heures, nous avons réalisé que quelque chose n'allait pas. Le sentier, si clair au début, semblait s'effacer sous nos pieds. Les arbres, tous si semblables, nous entouraient comme un labyrinthe sans issue. J'ai sorti la carte que nous avions emportée, mais les points de repère ne correspondaient plus. C'était comme si la forêt elle-même avait changé de forme, nous désorientant à chaque pas. Mon partenaire tentait de rester calme, mais je pouvais lire l'inquiétude dans ses yeux. Nous avons essayé de revenir sur nos pas, de retrouver le chemin vers la voiture, mais c'était inutile. Chaque direction semblait nous ramener plus profondément dans cette forêt. La boussole tournait sans arrêt, incapable de se stabiliser, comme si quelque force invisible jouait avec elle. À mesure que la lumière du jour faiblissait, l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Nous n'entendions plus un seul bruit,
à part nos propres respirations et le craquement occasionnel de branches sous nos pieds. C'était comme si la forêt nous avait engloutis dans un silence anormal, lourd, presque menaçant. C'est alors que nous avons commencé à entendre des bruits, vagues, lointains. Un craquement ici, un murmure là-bas. Au début, nous pensions que c'étaient des animaux, mais il y avait quelque chose d'étrange dans ces sons. Ils semblaient orchestrés, comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait, jouant avec notre peur. Alors que nous avancions à tâtons, nos sens en alerte, j'ai commencé à voir des mouvements furtifs dans ma vision périphérique. Juste au bord de ma vue, quelque chose bougeait, rapide, insaisissable. D'abord, je pensais que c'était mon imagination. Après tout, la nuit approchait, et la fatigue pouvait nous jouer des tours. Mais lorsque j'ai tourné la tête brusquement vers une ombre entre deux arbres, je l'ai clairement vue. Un visage pâle, sans expression, juste là, à une vingtaine de mètres. Je me suis figé. « Tu as vu ça ?» ai-je chuchoté, la gorge serrée. Mon partenaire, nerveux, hocha la tête. Lui aussi avait vu quelque chose, mais à l'opposé. Nous n'étions pas seuls. Les figures continuaient de se déplacer dans la forêt, toujours à distance, juste assez proches pour être perçues, mais jamais suffisamment pour que nous puissions les distinguer clairement. C'était comme si elles jouaient avec nous, s'assurant que nous savions qu'elles étaient là, sans jamais se montrer entièrement. Cela rendait la situation encore plus terrifiante. Le silence qui régnait auparavant était maintenant rempli de petits bruits presque imperceptibles. Des craquements, des bruissements, comme si quelque chose glissait entre les arbres. Puis, des murmures. Des voix, à peine audibles, se mêlaient au bruit de la forêt. Elles semblaient venir de toutes les directions, se rapprochant et s'éloignant en un étrange écho. Et, pire que tout, j'étais certain d'avoir entendu mon propre nom, chuchoté dans la brise. Chaque pas que nous faisions devenait un calvaire, avec cette certitude que, juste derrière les troncs d'arbres, quelqu'un ou quelque chose nous observait attentivement. Alors que la nuit tombait lentement, enveloppant la forêt d'une obscurité pesante, les voix se faisaient de plus en plus insistantes. Elles semblaient se faufiler dans mon esprit, chuchotant nos noms avec une familiarité troublante. « Viens ici, reste avec nous. » J'avais l'impression qu'elles nous tiraient vers quelque chose, quelque part dans les profondeurs de cette forêt maudite. Nous avons essayé de rester unis, mais l'angoisse commençait à prendre le dessus. Je pouvais voir la peur dans les yeux de mon partenaire, une terreur palpable qui commençait à s'installer. Nous avons décidé de marcher plus vite, espérant que le mouvement nous aiderait à échapper à ces murmures étranges. Mais chaque pas semblait nous plonger davantage dans cette atmosphère de malaise. Puis, dans un moment de panique, nous avons commencé à nous séparer. « Je vais vérifier ce chemin là-bas », a déclaré mon partenaire, déterminé à trouver une issue. Je lui ai crié de ne pas partir, mais il était déjà en train de s'éloigner, ses pas résonnant faiblement sur le sol recouvert de feuilles. Je me suis retrouvé seul, plongé dans cette obscurité qui semblait vouloir m'engloutir. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un cri. Pas un cri de douleur, mais quelque chose de plus sinistre, une sorte d'appel désespéré. Je me suis mis à courir, mon cœur battant à tout rompre, appelant son nom encore et encore. La forêt résonnait de mes propres échos, tandis que les voix continuaient de murmurer, se moquant de ma terreur. Chaque bruit était amplifié dans le noir, et je pouvais presque sentir la présence qui se rapprochait, entourant le lieu de sa menace invisible. Je ne savais pas dans quelle direction aller. Tout semblait identique, chaque arbre, chaque ombre, se mêlant dans une danse macabre. Puis, dans un moment de clarté, j'ai décidé de retourner sur mes pas, espérant retrouver mon partenaire. Mais le silence était accablant maintenant, et je n'entendais que ma propre respiration saccadée. C'est alors que j'ai senti une main froide se poser sur mon épaule. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. L'angoisse me rongeait. J'avais l'impression d'être piégé dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Je continuais à crier le nom de mon partenaire, mais mes appels se perdaient dans le vide. Chaque seconde semblait une éternité, et l'obscurité qui m'entourait devenait de plus en plus oppressive. Je sentais que quelque chose, quelque part dans les ombres, m'observait avec une attention affolante. À un moment, j'ai décidé de me remettre en route, les jambes tremblantes, dans l'espoir désespéré de retrouver notre chemin.
Je courais, appelant, pleurant presque, mais mes cris étaient étouffés par le silence de la forêt. Les murmures avaient disparu, et seul l'écho de mes pas résonnait autour de moi. J'ai commencé à voir des formes dans les ténèbres, des ombres qui semblaient se déplacer, se faufiler entre les arbres, toujours à la limite de ma vision. Après une éternité, je suis tombé sur le sentier principal, mais je n'étais pas sûr de la direction à prendre. J'ai décidé de me diriger vers ce que je croyais être l'entrée de la forêt. Mes pensées étaient en désordre, tourbillonnant entre la peur et le désespoir. J'ai couru, l'esprit embrumé, jusqu'à ce que je parvienne enfin à voir la lumière de ma voiture au loin. La libération m'a envahi, mais à cet instant précis, j'ai réalisé quelque chose d'horrible. Mon partenaire n'était pas avec moi. J'ai attendu, le cœur battant, espérant qu'il arriverait. Mais les minutes se sont écoulées et je suis resté seul, l'angoisse me rongeant de l'intérieur. J'ai décidé d'appeler les autorités. Mes mots se sont précipités, mais je n'arrivais pas à expliquer ce qui s'était passé. Quand les secouristes sont arrivés, ils ont fouillé la forêt, mais il n'y avait aucun signe de lui. L'angoisse d'avoir perdu quelqu'un que j'aimais me hante encore aujourd'hui. Je suis retourné plusieurs fois à la forêt de Humboldt, mais chaque fois, le même sentiment de terreur s'empare de moi. Les voix continuent de me hanter dans mes rêves, et les ombres dansent toujours à la lisière de ma vision. Je suis le seul à revenir de cette nuit maudite, mais je n'ai jamais pu oublier ce que j'ai ressenti là-bas. Le mystère de sa disparition reste entier comme une cicatrice profonde sur mon âme, et la forêt, elle garde ses secrets, attendant la prochaine proie à engloutir. Je suis arrivé au bois de Santa Cruz en fin d'après-midi, mon sac sur le dos et mon cœur déjà apaisé par le silence apaisant de la forêt. Après des semaines de travail sans relâche, j'avais besoin de cet isolement. Ici, il n'y avait que moi, les arbres immenses et une légère brise qui faisait danser les feuilles mortes. Je voulais passer la nuit à l'écart de tout, loin du bruit et du tumulte. J'ai trouvé un endroit plat, entouré de sapins imposants, où j'ai décidé de monter ma tente. L'air sentait l'humus, et le soleil se couchait doucement, teintant le ciel d'un orange profond. Une fois mon camp installé, j'ai pris mon sac à dos pour explorer un peu les environs avant que la nuit tombe complètement. Je voulais familiariser avec le lieu, m'assurer que rien, ni personne, ne traînait dans les parages. En marchant à travers les sentiers couverts de mousse, je suis tombé sur une clairière étrange, dissimulée entre des troncs tordus. À première vue, rien d'alarmant. Mais en m'approchant, quelque chose a changé. J'ai senti une sorte de tension dans l'air, une lourdeur presque palpable, comme si ce lieu avait vu des choses qu'il aurait mieux valu oublier. C'est là que je les ai vues. Des cercles de bougies fondues, encore légèrement collantes, déposés avec une précision inquiétante. Les troncs des arbres autour étaient gravés de symboles que je ne pouvais pas reconnaître. Des formes géométriques entrelacées, avec des lignes tortueuses qui semblaient danser si je les regardais trop longtemps. Puis j'ai remarqué une autre chose, des taches sombres sur l'herbe. En me penchant, j'ai passé un doigt sur l'une d'elles. C'était sec, mais l'odeur métallique qui s'en dégageait ne laissait aucun doute. Du sang. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, mais il n'y avait personne, aucun bruit, rien d'autre que le vent qui bruissait faiblement. Pourtant, j'avais la désagréable sensation d'être observé. Quelque chose dans cette clairière me disait que je n'étais pas censé être ici, que ce lieu appartenait à d'autres, et qu'ils allaient revenir. J'ai rapidement rebroussé chemin, le cœur battant, le sentiment croissant qu'il valait mieux ne pas traîner dans cet endroit plus longtemps. La nuit était tombée depuis plusieurs heures, et je m'étais enfermé dans ma tente, bien décidé à ne pas laisser mon imagination prendre le dessus. Je me répétais que ce que j'avais vu dans la clairière n'était peut-être qu'un mauvais canular, ou simplement des vestiges d'un vieux rituel oublié. Mais, malgré mes efforts, le malaise refusait de partir. L'obscurité autour de moi était oppressante, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. J'ai essayé de m'endormir, mais quelque chose me maintenait en alerte. Chaque craquement de branches, chaque souffle du vent dans les feuillages devenait suspect. Je restais allongé, les yeux rivés sur la toile de ma tente, écoutant le silence pesant de la forêt. Puis,
Je l'ai entendu. Au début, c'est à peine perceptible. Des murmures étouffés, presque portés par le vent. Je me suis redressé légèrement, retenant ma respiration. Les voix étaient indistinctes, comme si plusieurs personnes murmuraient à l'unisson. Puis, un rire, discret mais terrifiant, a résonné à travers la nuit. Mon cœur s'est mis à tambouriner dans ma poitrine. Quelqu'un, ou quelque chose, rôdait autour de moi. J'ai attrapé ma lampe de poche d'une main tremblante, mais je n'ai pas osé l'allumer. Le simple fait de révéler ma présence à ce qui se trouvait dehors me terrifiait. Les chuchotements se rapprochaient, ils semblaient tourner lentement autour de ma tente, s'approchant et s'éloignant comme une ronde sinistre. Parfois, j'avais l'impression de reconnaître quelques mots, mais ils étaient trop distordus, trop étrangers. Ce n'étaient pas des murmures humains, ou du moins, pas entièrement. Je me suis allongé de nouveau, essayant désespérément de me convaincre que tout cela n'était que mon imagination. Mais l'air à l'intérieur de la tente devenait de plus en plus lourd, presque irrespirable, comme si une présence invisible se resserrait autour de moi. Puis, soudainement, tout s'est arrêté. Plus de murmures, plus de rires. Seulement le silence total. C'est à ce moment-là que la peur m'a vraiment frappé. Ce n'était pas un silence apaisant. C'était un silence menaçant. Comme si quelque chose avait fini d'attendre et s'apprêtait à passer à l'action. Je n'osais plus bouger, figé par la terreur. Je savais, au plus profond de moi, que rester dans la tente était ma seule option. Si je sortais, je ne reviendrais peut-être jamais. Lorsque les premières lueurs de l'aube ont percé à travers la toile de ma tente, je me suis redressé d'un bond, le corps raide et l'esprit embrouillé par le peu de sommeil que j'avais eu. Le silence pesant de la nuit avait disparu, mais la sensation d'être surveillé ne m'avait toujours pas quitté. Une boule se formait dans mon estomac, comme une intuition que quelque chose de terrible m'attendait dehors. La main tremblante, j'ai écarté lentement la fermeture éclair de la tente. Lorsque j'ai enfin regardé dehors, mon sang s'est glacé. Les mêmes symboles que j'avais vus dans la clairière étaient gravés tout autour de ma tente. Chaque arbre à proximité avait une gravure profonde, comme si quelqu'un avait passé des heures à les entailler avec précision. Il y avait des cercles entrelacés, des figures géométriques qui semblaient danser à la lumière du matin, et d'étranges runes que je ne pouvais déchiffrer. Ces marques n'étaient pas là la veille. Quelqu'un, ou quelque chose, les avait faites pendant la nuit, sans que je l'entende. Mon cœur battait à tout rompre. Comment était-ce possible que je n'ai rien perçu? Je me souvenais des chuchotements, des rires. Ces sons, c'étaient eux. Ils étaient là, juste à côté de moi, et je n'avais rien pu faire. L'herbe autour de la tente était écrasée, comme si plusieurs personnes avaient marché tout près, formant une ronde parfaite. Des résidus de cire fondue tachaient le sol, confirmant que ceux qui avaient gravé les symboles n'étaient pas partis bien loin. Une angoisse insidieuse m'envahit. Ce n'étaient pas des marques faites au hasard. Elles avaient une signification, un objectif précis. Ces symboles formaient une sorte de barrière autour de ma tente. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils voulaient me garder à l'intérieur ou m'empêcher de fuir? Je jetai un regard nerveux autour de moi. Tout semblait étrangement calme, trop calme. Comme si la forêt retenait encore son souffle, attendant que je fasse le prochain mouvement. Une chose était certaine, ce n'était plus seulement un sentiment de malaise. Quelqu'un m'avait trouvé pendant la nuit, m'avait encerclé et m'avait laissé ses marques comme avertissement. J'avais besoin de réponses. Malgré la peur qui me paralysait, je devais retourner à la clairière. Peut-être y trouverais-je quelque chose, une explication, ou au moins une piste pour comprendre ce qui se passait ici. Sans perdre plus de temps, j'ai rassemblé mon courage, respiré profondément et pris la direction de la clairière. Mais au fond de moi, une petite voix chuchotait. Et si ce n'était que le début? Je suis retourné à la clairière aussi vite que possible, l'estomac noué par l'angoisse. Chaque pas dans la forêt semblait résonner plus fort que d'habitude, comme si le sous-bois lui-même voulait m'annoncer. Lorsque j'ai enfin atteint l'endroit, je me suis figé sur place. Tout avait disparu. Les bougies fondues, les symboles gravés, et même les taches de sang sur le sol s'étaient volatilisées, comme si rien de tout cela n'avait jamais existé. La clairière semblait parfaitement normale, couverte de feuilles mortes et baignée dans la lumière froide du matin.
J'ai parcouru l'endroit plusieurs fois, cherchant la moindre trace de ce que j'avais vu la veille. Mais il n'y avait plus rien. Pas un seul indice, pas la moindre marque sur les arbres. Une sensation de vertige m'a frappé. Est-ce que j'avais imaginé tout cela? Était-ce un rêve? Non, les symboles autour de ma tente étaient bien réels. Quelqu'un avait gravé ces marques et ce n'était pas l'œuvre d'un animal ou d'un caprice de la nature. Alors, pourquoi tout avait disparu si vite? Une sueur froide coulait le long de ma nuque. Et si ce que j'avais vu dans cette clairière n'était qu'un aperçu fugace de quelque chose de plus sombre, quelque chose qui ne devait apparaître que sous certaines conditions? Alors que je continuais à fouiller l'endroit, j'ai remarqué un détail qui m'avait échappé jusque-là. Au centre de la clairière, l'herbe semblait plus sèche et plus foncée, formant un cercle presque parfait. Comme si quelque chose avait brûlé légèrement le sol, mais sans laisser de cendres. En approchant, une odeur étrange m'a frappé. Un mélange de cire, de terre humide et de quelque chose de pourri. Je me suis accroupi pour examiner le sol, et c'est là que je l'ai vu. Un minuscule objet enfoui à moitié sous la terre. En le déterrant doucement, j'ai découvert une petite amulette en métal noirci, gravée avec les mêmes symboles que ceux autour de ma tente. Mon cœur s'est serré. Je savais que je n'aurais jamais dû revenir ici. Ce que j'avais trouvé n'était pas juste un vestige oublié, c'était un message. Et ce message était clair. Il savait que j'étais ici. Le souffle court, j'ai serré l'amulette dans ma main comme si elle pouvait me protéger, bien que je sentisse au fond de moi qu'il était déjà trop tard. La forêt, d'ordinaire si vivante le matin, semblait figée. Aucun chant d'oiseaux, aucun bruit d'insectes, juste un silence lourd, presque étouffant. Une seule pensée martelait mon esprit. Je dois partir d'ici, et vite. Je me suis précipité vers le campement, mais quelque chose n'allait pas. Le chemin que j'avais pris à l'aller semblait étrangement différent, comme si les arbres avaient changé de place, formant une barrière naturelle autour de moi. Chaque détour m'amenait face à des troncs familiers, marqués des mêmes symboles que ceux de la veille. Je savais que je n'étais pas seul. Les murmures avaient recommencé. Furtifs au début, à peine audibles, ils devenaient peu à peu plus distincts. Des voix graves et doucereuses s'entremêlaient, comme si elles chantaient une litanie incompréhensible. Les rires aussi étaient là, toujours aussi discrets, mais terriblement proches, comme s'ils dansaient tout autour de moi, invisibles. À bout de souffle, j'ai enfin aperçu ma tente à travers les arbres. Mais dès que je suis arrivé, mon sang s'est glacé. La tente était ouverte, comme si quelqu'un y était entré en mon absence. En m'approchant, j'ai découvert avec horreur que l'intérieur avait été entièrement retourné. Mes affaires étaient éparpillées et, gravées directement sur le tissu de la tente, un nouveau symbole se dessinait. Une spirale profonde, presque hypnotique. Au centre de la tente, une bougie à moitié fondue trônait, encore tiède. Ils étaient là, tout près, et ils attendaient que je revienne. Je n'ai plus réfléchi. J'ai ramassé ce que je pouvais et me suis précipité sur le sentier en direction de la sortie du bois. Chaque pas était une torture. Les murmures se faisaient plus intenses, les ombres des arbres semblaient s'étirer pour m'attraper. Enfin, j'ai aperçu la lisière du bois. Le soulagement m'a envahi, mais juste avant que je ne franchisse la dernière rangée d'arbres, une dernière chose a retenu mon attention. Un cercle de pierre que je n'avais jamais vu auparavant, à quelques mètres de la sortie. En son centre, l'amulette que j'avais trouvée quelques minutes plus tôt reposait à nouveau, comme si je ne l'avais jamais touchée. J'ai senti mon cœur se serrer. Ce n'était pas un avertissement. C'était un piège. Alors que je franchissais enfin la lisière du bois, les murmures se sont tus d'un seul coup, comme si la forêt refermait ses griffes derrière moi. Je n'ai jamais su qui ou ce qui m'avait poursuivi cette nuit-là. Mais une chose est sûre, ils ne m'ont pas oublié. Et parfois, lorsque je suis seul dans l'obscurité, il me semble encore entendre ces rires étouffés quelque part au loin, comme une promesse ou une menace. Nous venions à peine d'arriver à la cabane après des heures de route sinueuse à travers les collines escarpées de la forêt nationale de Los Padres. L'endroit était aussi reculé que promis. Pas de réseau, pas de voisins à des kilomètres à la ronde, juste des arbres immenses qui semblaient s'étirer jusqu'au ciel. C'était exactement ce qu'on cherchait. Un week-end loin de tout, juste entre amis.
Je me rappelle avoir décidé de la voiture en inspirant profondément l'air frais de la forêt. L'odeur de pin et de terre humide emplissait mes poumons. Ça va être génial, avais-je dit, souriant à Amanda qui déchargeait déjà nos affaires du coffre. Lucas et Rafa plaisantaient à propos du manque de confort. Pas d'électricité en dehors du minimum alimenté par un vieux générateur, juste une cheminée et des bougies pour nous éclairer une fois la nuit tombée. La cabane en elle-même n'avait rien de particulier. Une petite bâtisse en bois, avec 2 chambres, un salon, une cuisine minuscule et un porche qui donnait sur une vue dégagée de la forêt. À première vue, tout semblait paisible. Mais il y avait quelque chose dans l'air, une sorte de silence trop parfait, presque lourd. Sur le moment, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Après avoir installé nos sacs dans les chambres, nous sommes sortis pour explorer un peu les alentours. Il n'y avait rien de notable, juste des arbres denses, des sentiers effacés par le temps et le vent. Le soleil commençait à décliner derrière les montagnes, et l'obscurité tombait vite, comme si la forêt avalait la lumière. Nous avons allumé un feu de camp devant la cabane, préparé des sandwichs et ouvert quelques bières, décidés à profiter de cette première soirée. Le crépitement du feu et les rires des autres m'auraient normalement rassuré, mais une étrange sensation s'insinuait en moi, une impression diffuse de malaise. Quelque chose n'allait pas. Pourtant, je n'ai rien dit. Après tout, peut-être que j'étais juste fatigué du voyage. Plus tard dans la soirée, alors que le froid devenait plus mordant, nous avons tous décidé de rentrer et nous mettre à l'abri. Avant de fermer la porte derrière moi, j'ai jeté un dernier regard vers les arbres qui se dressaient comme des silhouettes noires contre le ciel étoilé. Une pensée fugace m'a traversé l'esprit. Et si quelqu'un nous observait depuis l'ombre? Mais je me suis forcé à sourire, refermant la porte avec un léger frisson. Ce n'était que le début du week-end. Cette nuit-là, quelque chose m'a tiré du sommeil. J'ai ouvert les yeux, le cœur battant, sans savoir pourquoi j'étais éveillé. Il faisait noir, si noir que je pouvais à peine distinguer les ombres des meubles dans la cabane. Tout ce que j'entendais, c'était la respiration légère de Lucas à côté de moi, et le léger craquement du bois sous l'effet du froid. Puis, je l'ai entendu, un bruit sourd, quelque chose qui ressemblait à une branche se brisant sous un poids. Mon estomac s'est noué instantanément. Je suis resté immobile, à l'écoute, espérant que ce n'était qu'un animal. Mais quelques secondes plus tard, un autre bruit a résonné, cette fois plus proche, comme des pas lents qui écrasaient les feuilles mortes autour de la cabane. Je me suis redressé en silence et ai réveillé Lucas en posant une main sur son bras. Il a froncé les sourcils, encore à moitié endormi. « T'entends ça ?» ai-je chuchoté. Il a écouté un instant, puis hoché la tête, ses yeux soudain grands ouverts. Nous avons attendu en retenant notre souffle pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis les bruits ont repris, des craquements, toujours réguliers, se déplaçant tout autour de la cabane. « C'est sûrement un animal » murmura Lucas, mais sa voix trahissait un léger tremblement. Rafa et Amanda, réveillés par nos chuchotements, nous ont rejoints dans le salon. Amanda s'enroulait dans une couverture, visiblement mal à l'aise. « C'est trop fort pour être un animal » dit-elle à voix basse. Lucas et Rafa ont échangé un regard, et malgré nos protestations, ont décidé de sortir vérifier. Ils ont attrapé une lampe torche et ouvert doucement la porte d'entrée. Le froid de la nuit s'est engouffré dans la pièce, me donnant des frissons. Nous les avons suivis du regard depuis le porche, figés par l'angoisse. Lucas éclairait les alentours, balayant la forêt avec le faisceau tremblant de la lampe. Mais il n'y avait rien. Aucune silhouette, aucun mouvement entre les arbres. Seulement un silence pesant, coupé par le bruit de nos respirations. Après plusieurs minutes, ils sont revenus à l'intérieur, l'air perplexe. Rafa haussa les épaules. Probablement un cerf ou un raton laveur, rien de plus. Mais aucun de nous n'y croyait vraiment. De retour dans la cabane, je me suis blotti sous ma couverture, mais je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Chaque bruit de craquement, même infime, me faisait tressaillir. J'avais l'impression oppressante que quelque chose nous entourait, tapis juste au-delà du faisceau de la lampe, invisible mais présent. Avant de me rendormir, une pensée sinistre m'a traversé l'esprit. Et si ce qui faisait ce bruit ne cherchait pas seulement à nous faire peur? Le lendemain matin,
L'atmosphère dans la cabane était étrange. Personne n'en parlait ouvertement, mais je pouvais voir dans les regards de chacun que la nuit précédente nous avait ébranlés. Nous avons pris un petit déjeuner rapide, chacun perdu dans ses pensées, écoutant malgré nous le silence anormal de la forêt. Pas un oiseau, pas un souffle de vent. C'était comme si la nature entière retenait son souffle. Tout au long de la journée, l'impression d'être observé ne nous a jamais quittés. Chaque fois que je regardais par la fenêtre, j'avais l'impression qu'une ombre se dérobait dans les sous-bois, juste hors de mon champ de vision. Amanda aussi semblait nerveuse. Elle sursautait au moindre bruit et je pouvais voir qu'elle serrait sa tasse entre ses mains tremblantes. « Vous avez remarqué quelque chose d'étrange » demanda-t-elle finalement. Personne ne répondit tout de suite, mais Lucas finit par hocher la tête. « Ouais. C'est comme si quelqu'un nous regardait. » Rafa tenta de plaisanter, mais son sourire sonnait faux. « Peut-être que ce sont les esprits de la forêt. Vous savez, ces légendes sur des randonneurs qui se perdent et deviennent fous. » Personne ne rit. La plaisanterie était trop proche de ce que nous ressentions. Lorsque la nuit est tombée, la tension dans la cabane est devenue presque insupportable. Nous avons décidé de fermer toutes les fenêtres et de verrouiller les portes, bien que cela ne suffise pas à nous rassurer. Puis, à peine avions-nous commencé à nous détendre, Amanda a poussé un cri. « Regardez !» Elle pointait une des fenêtres. De l'autre côté de la vitre, on distinguait clairement une empreinte de main, sale et humide, comme si quelqu'un avait pressé sa paume contre le verre. « C'était pas là tout à l'heure, j'en suis sûre, murmura-t-elle, la voix tremblante. Nous nous sommes précipités vers la fenêtre pour inspecter l'empreinte. La main semblait couverte de terre, les doigts étalés comme si la personne s'était appuyée lourdement contre la vitre. Rafa ouvrit rapidement la porte et sortit sur le porche avec Lucas pour voir s'il trouvait des traces autour de la cabane. Mais comme la nuit précédente, il n'y avait rien. Pas une empreinte dans la terre, aucun signe de passage. Ce qui était encore plus troublant, c'est que toutes les fenêtres avaient été fermées depuis la fin de l'après-midi. Comment cette empreinte avait-elle pu apparaître sans que personne ne s'en rende compte? Nous avons passé le reste de la soirée à l'intérieur, la nervosité palpable. Amanda suggéra de partir dès le lendemain matin, mais Lucas insistait pour rester. Il ne voulait pas qu'on panique à cause de ce qu'il appelait des coïncidences bizarres. Pourtant, quelque chose me disait que ce n'était que le début. Je pouvais sentir cette présence autour de nous, tapie dans les ténèbres. Et cette nuit-là, alors que nous essayions de dormir dans la cabane glaciale, je savais au fond de moi qu'elle attendait le bon moment. Cette nuit-là fut la pire. Je n'arrêtais pas de tourner et de me retourner dans mon lit, le moindre bruit me faisant tressaillir. Je sentais mes muscles tendus, comme si mon corps savait quelque chose que mon esprit refusait d'admettre. À un moment, une brise glaciale passa à travers la pièce, me faisant frissonner. J'étais certaine que toutes les fenêtres étaient fermées. Mais alors d'où venait ce courant d'air? Puis je l'entendis à nouveau. Ces craquements autour de la cabane. Cette fois, ils semblaient plus nombreux, plus rapides, comme si plusieurs personnes se déplaçaient dans l'obscurité, encerclant notre refuge. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Je pouvais aussi entendre Amanda murmurer dans la pièce à côté, répétant frénétiquement « Ça va aller, ça va aller ». Je n'ai pas pu rester là sans rien faire. J'ai réveillé Lucas et nous avons rejoint Rafa et Amanda dans le salon. On s'est tous assis en silence, figés, écoutant les bruits étranges à l'extérieur. Puis un nouveau détail glaçant a attiré mon regard. Les empreintes, balbutiai-je en pointant du doigt la fenêtre. Il y en avait d'autres. Beaucoup d'autres. Des marques de mains, couvertes de terre, tapissaient toutes les fenêtres de la cabane. Elles apparaissaient une par une, lentement, comme si quelqu'un ou quelque chose appuyait ses paumes contre le verre de l'extérieur, nous observant. Nous étions paralysés, incapables de bouger ou de parler, le souffle court. Puis Amanda se leva d'un bond, saisissant un couteau dans la cuisine. « On doit partir. Maintenant. » Lucas et Rafa acquiescèrent et commencèrent à rassembler nos affaires en vitesse. Mais alors que Lucas allait ouvrir la porte, il se figea. « Attendez. Les empreintes. » Nous nous tournâmes tous vers lui, et ce qu'il dit ensuite nous glaça le sang.
Elles ne sont plus seulement à l'extérieur. Je regardais autour de moi, mon cœur battant à tout rompre. Il avait raison. Sur les vitres à l'intérieur de la cabane, les mêmes marques de mains, sales et sinistres, étaient apparues. Comme si quelqu'un s'était déplacé parmi nous sans que nous ne le remarquions. À ce moment-là, je sentis un vertige m'envahir, et un profond sentiment d'impuissance m'écrasa. Nous étions piégés, et quoi que ce soit qui jouait avec nous, il venait de franchir une limite. Nous avons paniqué. Amanda se mit à pleurer, et même Rafa, d'ordinaire si calme, avait le regard perdu, comme s'il cherchait une issue invisible. Lucas verrouilla la porte d'un geste précipité, mais nous savions tous que cela ne suffirait pas. Quelque chose était déjà à l'intérieur avec nous. « On doit sortir d'ici », soufflai-je, la gorge serrée. Personne n'a discuté. Nous avons attrapé nos affaires à la va-vite, mais il était déjà trop tard. À cet instant, toutes les lumières de la cabane se sont éteintes d'un coup, plongeant l'endroit dans une obscurité totale. Amanda poussa un cri et je sentis Lucas me saisir le bras pour ne pas nous perdre. Puis un son résonna dans le noir. D'abord un simple frottement, comme des doigts glissant lentement sur le bois du mur. Ensuite, des pas, lourds, irréguliers, se rapprochant doucement. Mon souffle s'arrêta. Qui, ou quoi, se déplaçait autour de nous? « Par ici !» cria Rafa à travers le noir. Nous avons trébuché en suivant sa voix, cherchant désespérément la sortie. Mes doigts tremblants finirent par trouver la poignée de la porte et je l'ouvris brusquement. Un vent glacial s'engouffra et sans réfléchir, nous avons couru dans la nuit, laissant la cabane derrière nous. La forêt était plongée dans une obscurité épaisse, mais nous avons continué à courir, guidés par notre instinct de survie. Les branches griffaient nos visages, nos poumons brûlaient, mais nous ne pouvions pas nous arrêter. Derrière nous, j'entendais encore ces bruits, des pas rapides, un souffle étrange, comme si quelque chose nous poursuivait. Après ce qui sembla une éternité, nous avons enfin atteint la voiture. Lucas se précipita pour ouvrir les portières et nous nous sommes tous engouffrés à l'intérieur. Il démarra en trombe et les pneus crissèrent alors que nous quittions ce lieu maudit. Sur la route, personne n'osait parler. Amanda tremblait encore de peur, et Rafa fixait la forêt à travers la vitre, comme s'il s'attendait à voir quelque chose surgir d'entre les arbres. Mais juste avant de tourner sur la route principale, je jetai un dernier regard vers l'arrière. Et c'est là que je le vis. À la lisière des bois, une silhouette immobile nous observait. Je n'ai pas pu distinguer son visage, mais je savais que c'était elle. Celle qui avait été avec nous tout ce temps. Je n'ai jamais su ce que c'était exactement, ni pourquoi cela nous avait choisis. Mais depuis ce jour, je n'ai plus jamais mis les pieds en forêt. Parce qu'au fond de moi, je sais qu'elle est toujours là, quelque part, attendant patiemment. Et parfois la nuit, quand je regarde par la fenêtre de ma chambre, j'ai l'impression de voir, juste un instant, une empreinte de main sale apparaître sur le verre. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.